Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, 13 ans, c'est l'âge auquel se situe le risque prostitutionnel. Alors comment prévenir l'engrenage? C'est l'objectif du site internet que vient de lancer le Mouvement d'Uni. Invité du Grand Oral, sa directrice Stéphanie Karadec. L'anti-sèche de Brandon Warrett. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité judiciaire aujourd'hui avec le jugement attendu dans le procès d'Éric Dupond-Moretti devant la Cour de justice de la République. On verra comment elle fonctionne cette cour et on révisera ainsi le programme d'éducation civique. La récré, toujours avec Brandon, on plonge à la découverte d'une épave dans la région des Grands Lacs. Et puis enfin notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier, cours particulier aujourd'hui, toujours en Afrique mais plus au sud, en Afrique du Sud précisément, avec l'ONG-M. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. C'était il y a quelques jours, le 20 novembre précisément, à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'enfant, le Mouvement d'Uni a présenté « Y a quoi dans ma banane ?» C'est un nouveau site de prévention du risque prostitutionnel, site destiné aux collégiens, aux collégiennes, mais ça fonctionne également un petit peu après. Stéphanie Karadec, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Mouvement d'Uni. Tout à l'heure, on prendra 2 minutes pour raconter l'histoire de ce mouvement qui est absolument formidable, mais on va commencer par cette actualité-là. Pourquoi une banane? Pourquoi une opération aujourd'hui de communication et de formation à destination des collégiens sur le risque prostitutionnel? Alors pourquoi aujourd'hui la banane, elle sert à prévenir la prostitution des mineurs, mais elle sert aussi à prévenir les violences sexistes et sexuelles de manière plus vaste. Donc le 20 novembre, parce que les jeunes, les enfants ont le droit à une information sur leur bien-être, sur leur santé. Et l'éducation à la sexualité en fait partie, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes aussi. Et puis pourquoi aussi aujourd'hui créer cet outil en ligne et pour avoir un impact un peu plus massif que ce qu'on peut avoir nous dans les classes dans lesquelles on intervient déjà en matière d'éducation à la sexualité, parce que la prostitution des mineurs augmente. Les chiffres, on est prudente et prudent sur leur manipulation parce qu'on n'a pas d'enquête sérieuse de victimologie sur le sujet en France. En revanche, on le voit au quotidien. Ce sont de plus en plus de jeunes qui sont concernés parce que les réseaux sociaux, Internet, facilitent la mise en prostitution des jeunes et qu'il y a un peu tous les ingrédients aujourd'hui pour permettre cette prostitution plus importante. Donc voilà. Donc pourquoi la banane aujourd'hui? Pour toucher plus de jeunes. Et parce que ça augmente quand même. L'exposition au minimum augmente et probablement, d'après ce que vous constatez, les faits, vous rencontrez plus de 20 000 jeunes chaque année dans les collèges, dans les lycées. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils sont bien informés, pas bien informés? Comment vous les sentez sur ces questions-là? Alors nous, on intervient dans le cadre de l'éducation à la sexualité dans une démarche vraiment d'éducation populaire. Donc la base, c'est ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'ils nous racontent. Et ce qu'ils nous disent et nous racontent, c'est quand même une vision des relations filles-garçons et des relations amoureuses qui est très empreinte, très colonisée par la violence et la pornographie, avec une représentation des relations amoureuses où il y a une inégalité, des stéréotypes sexistes qui sont encore très forts et puis effectivement, je le disais, la question de la pornographie qui rentre malheureusement dans les classes, dans les écoles et chez les jeunes de façon beaucoup plus précoce. Le Haut Conseil à l'égalité l'a montré, dès 11 ans, les jeunes, les enfants sont confrontés à ces images-là. Ça colonise les imaginaires sur ce qu'on peut attendre d'une relation amoureuse et d'une relation sexuelle. Voilà, est-ce que vous nous dites là corrobore ce que des pédopsies ont pu dire sur ce plateau et en insistant sur la gravité de cette exposition et sur les dégâts que ça peut produire à tous égards. Alors il y a plein de choses dans cette banane, c'est une banane qu'on accroche à la ceinture ou en bandoulière. Il y a d'abord des témoignages, plein de parcours en fait qui peuvent mener à la prostitution. Le premier s'ouvre sur un viol. Oui. Suivi d'une addiction à l'héroïne. Oui, alors les témoignages, c'est la marque de fabrique du Mouvement d'Uni. On a une revue Prostitution et Société dans laquelle chaque trimestre, on a un témoignage d'une personne. On est au numéro 218 de cette revue, donc elle date d'il y a plus de 50 ans maintenant. C'est vraiment quelque chose sur laquelle on base notre analyse de la prostitution, notre compréhension du système prostitutionnel. Et pourquoi on a voulu mettre en avant ces témoignages? Ce sont des témoignages réels de personnes qu'on a accompagnées, qui ont vécu des violences mineures. Et c'est important parce que ça met en avant le parcours traumatique préalable à la prostitution. On ne tombe pas dans la prostitution comme on rate une marche. On a tendance à entendre en ce moment que ça concerne tout le monde, que tout le monde est exposé. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent être concernés parce que malheureusement, ce qui permet la prostitution, donc les violences sexistes et sexuelles en amont, tout ce qui participe d'une diminution de l'estime de soi, le harcèlement scolaire, on en parle beaucoup en ce moment, mais un des effets, c'est éventuellement de pouvoir tomber dans la prostitution, dans les violences sexistes et sexuelles, en tout cas. La question, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir mettre en évidence les trajectoires et les facteurs
permettant la prostitution. Il y en a plein de ces facteurs. Ouais. On retrouve quand il y a un fil conducteur quand même autour du manque d'argent. Alors le manque d'argent, ça va être un facteur de basculement. Ça va être un facteur de basculement, mais ce ne sera pas un facteur essentiel. Ouais. Le facteur essentiel, c'est le rapport au corps qui est diminué, la mésestime de soi, bref, les maltraitances diverses et variées. Exposés les jeunes dans l'enfance. Et on sait que c'est 1 jeune sur 10 sur les violences sexuelles. On sait aussi à quel point le harcèlement scolaire est étendu. Donc il y a une base, effectivement, de nombreux jeunes qui peuvent être concernés. Dans lequel il n'y a pas que les violences sexuelles et sexistes, parce que vous donnez un témoignage autour de la pression scolaire, de l'injonction à la perfection. J'ai fait une dépression à 16 ans, une tentative de suicide, etc. Au collège, j'étais seule, on me disait prétentieuse, je ne l'étais pas, mais je courais après la perfection. Témoignage d'une jeune femme qui s'exprime et on trouve ça sur le site internet. Oui, l'isolement, les maltraitances de manière générale, hein, si effectivement il y a une anxiété qui devient problématique, bref, tout ce qui isole et qui permet d'être en vulnérabilité. Parce qu'en fait, la prostitution, effectivement, c'est des facteurs de base chez une personne, mais c'est d'abord une rencontre. Le basculement dans la prostitution, c'est la rencontre avec le milieu prostitutionnel. Donc c'est des proxénètes qui vont identifier des vulnérabilités chez les jeunes et qui vont les exploiter pour mettre une emprise. C'est aussi là où on voit le déni de la victime. Et c'est pour ça qu'il y a un déni des victimes sur ce qu'elles vivent, hein, comme une violence éventuelle. C'est ce qui est important dans la banane, c'est on revient sur cette stratégie de l'agresseur. On essaye de la déconstruire et de la rendre accessible pour les jeunes. On va le faire. Le mouvement d'Uni que dirige Stéphanie Karadec, il est né il y a 70 ans dans la grande famille de ce qu'on appelle le catholicisme social. Depuis, il a aidé des dizaines de milliers de personnes et il alerte aujourd'hui sur la nécessité de faire de la prévention dès le collège. Je dis aujourd'hui, mais ça fait bien longtemps. Mais aujourd'hui, en tout cas, avec ce site internet, il y a quoi dans ma banane? Et on va continuer à en parler avec sa directrice Stéphanie Karadec, juste après l'anti-sèche, Brandon Noiret. Brandon, bonjour. Bonjour Emmanuel. On attend aujourd'hui un verdict. On va ouvrir, nous, ensemble, le dossier judiciaire du procès du ministre de la Justice et garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Et ce verdict, il devrait être rendu aujourd'hui puisqu'il passe devant la Cour de justice de la République. Alors, révision d'éducation civique, la Cour de justice de la République savit son œuvre. Effectivement, on va en parler. Il est jugé pour prise illégale d'intérêt. Il est mis en examen depuis juillet 2021. Il est soupçonné de s'être servi de ses fonctions de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats avec lesquels il avait des différends lorsqu'il était avocat. Il lui est notamment reproché d'avoir lancé une enquête administrative contre 3 magistrats du parquet national financier qui avaient épluché ses relevés téléphoniques lorsqu'il était avocat. Donc le ministre encourt une peine de 5 ans d'emprisonnement jusqu'à 500 000 € d'amende. Ce serait donc la première fois qu'un ministre en exercice serait donc condamné. Première fois qu'on le retrouve d'ailleurs sur le banc des prévenus de cette Cour de justice de la République. Une instance qui a été créée il n'y a pas si longtemps, une trentaine d'années. C'est un tribunal spécial réservé aux membres du gouvernement et qui est chargé de juger des crimes et délits de ces membres du gouvernement. La Cour créée en 1993 pour préserver donc la séparation des pouvoirs. Avant cela, les sénateurs et les députés pouvaient attaquer le gouvernement en justice. C'était à eux de les juger. Ce besoin d'indépendance de la justice a été motivé notamment par l'affaire du sang contaminé, l'un des plus grands scandales sanitaires des années 80 et 90. Dans cette affaire, des médecins et des membres du gouvernement ont été impliqués. Des médecins ont été jugés en 1992 devant le tribunal de grande instance. Il faudra attendre 7 ans plus tard, 1999, pour voir des membres de gouvernement condamnés, du moins jugés. C'est le cas notamment de la ministre de la Santé, Georgina Dufoy, et du Premier ministre, Laurent Fabius. Il y a une seule personne qui sera condamnée, qui sera finalement reconnue coupable et dispensée de peine. C'est le secrétaire d'État à la Santé, Edmond Hervé. Après eux, d'autres membres de gouvernement ont été impliqués, condamnés mais relaxés par cette Cour de justice de la République. C'est le cas notamment de Ségolène Royal, Charles Pasqua, Christine Lagarde, Jean-Jacques Urvoas, Édouard Balladur, François Léotard et Kader Arif. Et Éric Dupond-Moretti devient donc le 11e membre de gouvernement jugé devant cette Cour spéciale. Composition de cette Cour, 12 juges, 12 parlementaires, il y a 6 députés, 6 sénateurs, mais aussi 3 magistrats de la Cour de cassation, dont l'un préside le tribunal. Effectivement, il faut savoir que jusqu'à présent, la Cour de justice de la République n'a prononcé que de peines très, très légères, pas du tout sévères. C'est donc d'ailleurs l'un des reproches qui est fait à cette Cour. Cette Cour est constituée donc de membres, de femmes politiques, d'hommes politiques, qui, la plupart du temps d'ailleurs, si on regarde attentivement cette Cour pour juger Éric Dupond-Moretti, on retrouve 5 membres de la
la majorité et aussi des élus de la droite avec lesquels le gouvernement travaille depuis quelques semaines. Donc justement, on lui reproche ce doute d'influence, mais aussi parce que la Cour de justice de la République met du temps à rendre son verdict à chaque fois. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs 2 présidents de la République ont voulu la supprimer. François Hollande en 2012, Emmanuel Macron en 2017. Ça fait d'ailleurs partie effectivement des promesses de campagne, malheureusement, toujours pas fait. Sachez que qui a le droit de la saisir, tout cette le Cour de justice? monde, vous, moi également, tout le monde, vous aussi à la maison, vous pouvez saisir cette Cour de justice. Quelques conditions quand même. Quelques conditions. En 2020, d'ailleurs, il y avait 246 plaintes, dont 164 en lien avec la gestion de la pandémie, 20 000 plaintes en 2021, quasi-totalité en lien avec la pandémie du Covid-19, des chiffres évidemment jamais atteints depuis sa création en 1993. Donc on saura ce mercredi si Éric Dupond-Moretti est condamné ou non. Ça pourrait être une première historique. S'il l'est. Et oui, s'il l'est, il devra sans aucun doute normalement démissionner. C'était la promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Oui, alors ça, il y a une jurisprudence baladure qui fait que normalement il aurait déjà dû démissionner depuis belle lurette. Mais c'est pas grave. Brandon Noiret, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour la récré. Grand oral, Stéphanie Karadec. Il y a quoi dans ma banane? C'est le nom du site internet que le Mouvement d'Uni vient de mettre en ligne à destination principalement des collégiens. On en parle avec Stéphanie Karadec, directrice du Mouvement d'Uni. La particularité de ce mouvement, c'est depuis le début, vous l'avez dit, de travailler avec des personnes prostituées. Et pas pour rien, parce qu'il est né comme ça, en fait. Il est né en écoutant une. Oui, c'est ça, c'est la rencontre de André-Marie Talvas et de Jérémy Campion, une personne en situation de prostitution. Ça se passe du côté de Saint-Malo, c'est ça? Oui, c'est ça, en Bretagne. Et puis en fait, après, c'est le nid, c'est un appartement auquel c'est les personnes prostituées qui y allaient, qui étaient recueillies, qui ont donné ce nom à cet appartement, qui était une chambre de bonne à Montparnasse, tout en haut d'un immeuble. C'était le nid, où elles s'y sentaient bien. Donc ça a toujours été en fait des citoyens, citoyennes, bénévoles, d'abord, qui ont souhaité rentrer en lien avec une population mise au banc de la société, stigmatisée et victime de violences extrêmes. Et mouvement qui a toujours pris la parole dans le débat public. Je crois qu'en 1946, quand la loi Marthe Richard ferme ce qu'on appelle les maisons closes, dont l'expression de fermer une maison close, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire, le Mouvement d'Uni n'y est pas pour rien. Non, absolument. En fait, le Mouvement d'Uni, on a l'habitude de dire qu'on est auprès des personnes prostituées contre le système prostitué. C'est un peu spécifique, hein. On n'est pas contre les personnes prostituées, bien au contraire, on est à leur côté. Mais c'est un mouvement politique, apartisan, mais politique. On s'engage dans la société pour son changement. Et donc aujourd'hui, le Mouvement d'Uni n'est plus au sein du catholicisme social. C'est un mouvement qui est laïque, qui est féministe et qui a l'ambition d'une société égalitaire entre les femmes et les hommes et sans prostitution. Donc voilà, c'est évidemment une ambition lointaine, hein, vu les enjeux qui restent à mettre en place pour que ce soit rendu possible, mais effectivement, on est souvent dans le débat public pour ça. Vous le disiez tout à l'heure, Stéphanie, il y a un engrenage, c'est-à-dire qu'on ne tombe pas. Oui. Comme on tombe d'une marche, je ne sais plus quelle est votre expression, comme on rate une marche, c'était très convaincante. Vous disiez aussi que c'est la rencontre avec le milieu prostitutionnel. Et alors, la stratégie, dites-vous, est à peu près toujours la même. Oui. Il y a un mécanisme d'emprise. Oui, alors c'est toujours la même. Il y a autant d'histoires que de parcours, hein, bien sûr. Mais il y a des facteurs. Commence même par l'isolement, dites-vous. Donc en fait, c'est ça. Il y a des facteurs de base qui sont ceux que j'ai dit. Hein, donc la mésestime de soi, le rapport au corps qui est diminué, et donc les maltraitances, les violences sexuelles et sexistes dans l'enfance. Ça, c'est la base. Ensuite, il y a des facteurs qui vont aggraver la situation, donc la précarité, des addictions, des choses qui vont venir aggraver ce qu'on connaît déjà. Et puis la rencontre avec le milieu, rencontre avec les proxénètes. Et là, on dit, enfin, vous dites en tout cas qu'il va d'abord y avoir j'isole la victime, ensuite je la dévalorise. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle s'est déjà fragilisée elle-même, il en rajoute une couche. Les proxénètes sont experts dans la détection des vulnérabilités et en manipulation psychologique. C'est la stratégie de l'agresseur qui a été conceptualisée par le collectif féministe contre le viol, hein, qui en fait permet d'analyser toutes les violences sexuelles, et y compris la prostitution. Et donc là, on est vraiment dans de la manipulation, dans l'isolement, dans l'inversion de la culpabilité. Ça, c'est vraiment majeur dans toutes les violences. Hein. La honte doit changer de camp. Ça, c'est un slogan contre le viol qu'on a beaucoup porté. C'est vraiment le cas dans la prostitution. La prostitution a ça de spécifique qu'en plus, les personnes en retirent de l'argent, en théorie. Souvent pas beaucoup, et souvent, elles n'en gardent pas beaucoup. Mais on a cette image très luxueuse qui est très, en plus, encouragée dans les réseaux sociaux. On voit dans certains films, dans certaines séries. Voilà, c'est le luxe. Pretty Woman, c'est ancien, mais en fait, ça continue à travers les réseaux sociaux. On a encore cette image
image qui est mythifiée de la prostitution et qui encourage en fait sa banalisation auprès du jeune public. Il terrorise sa victime, l'agresseur, donc il y a la menace, et il assure son impunité. Il assure son impunité, oui, absolument. Alors c'est malheureusement la politique pénale, on parlait de M. Dupond-Moretti tout à l'heure, mais n'encourage pas beaucoup à lutter contre l'impunité des agresseurs sur le sujet. La France a une législation vraiment très, très novatrice en la matière, puisqu'elle lutte sévèrement contre le proxénétisme, et en plus elle interdit l'achat d'actes sexuels. Donc elle rend responsables ceux sans lesquels il n'y aurait pas de prostitution. Et pour les mineurs, on parle vraiment de pédocriminels, qui aujourd'hui c'est assimilé au viol depuis 2021 pour les moins de 15 ans. Mais en fait, aujourd'hui, ils sont très peu inquiétés, très peu arrêtés. Ça se compte vraiment sur... peut-être pas les doigts de deux mains, mais pas loin. Donc il y a très peu de clients qui sont arrêtés. Et donc ça, pour nous, c'est vraiment un enjeu important. Mais c'est la première prévention, c'est que ça n'existe pas. Mais avant ça, pour nous, ce qui est important, c'est de travailler sur les compétences psychosociales des jeunes. C'est-à-dire que les personnes qui sont confrontées à ces sujets-là soient armées pour détecter et puis pour aider aussi, parce qu'on compte beaucoup sur les témoins. Il y a les victimes, les agresseurs, mais il y a aussi les témoins. Vous leur donnez. Alors, vous diffusez énormément d'outils. Oui. Vous en avez apporté quelques-uns ici. Il y en a un qui s'appelle... Alors, il y a évidemment... il y a quoi dans... la banane. Il y a quoi dans la banane. Donc, ça, c'est notre actu. Mais il y a aussi intimité, sexualité, un plan pour trouver le bonheur. On en reparlera en fin d'émission des clés du bonheur. Mais ça, c'est assez rigolo. On va à la fête foraine, en fait. Je vais vous le montrer parce que c'est hyper visuel. Zou, hop, il y a tout. Il y a la roue de la fortune, il y a le truc où on donne des coups pour que ça monte. Enfin bon, voilà, c'est extrêmement bien expliqué. Et puis tout un ensemble de guides, notamment là encore sur intimité, liberté, égalité. Voilà, ce guide pour les collégiens. Les lycéens, et puis ça c'est pour les professionnels. Voilà. En fait, on essaye vraiment. Et il y a déjà eu des bandes dessinées aussi, c'est ça pour toi, Sandra, Nos Limites? Oui, absolument. Ça c'est l'historique pour toi, Sandra, et qui a permis de mettre en avant la stratégie de l'agresseur, du lover boy, tel qu'on l'appelle, et qu'on retrouve la bande dessinée, pas pour toi, Sandra, mais une nouvelle dans la banane aussi. Et dans la banane, il y a quand même deux choses novatrices. Belle BD d'ailleurs. Qui sont les deux jeux interactifs qui changent un petit peu aussi la façon de faire. Il y a un jeu dans la ville notamment où il faut résoudre des énigmes. On va continuer à parler de tout ça avec vous, Stéphanie Karadec. Mais pour l'instant, c'est l'heure de la récré. Rebonjour Brandon. Rebonjour. Vous nous faites voyager loin, loin, loin. Alors non seulement on va aller loin parce qu'on va aller dans la région des Grands Lacs, mais des Grands Lacs du Canada. Eh oui. Pas des Grands Lacs africains, comme je le croyais. Je ne veux pas réviser, n'importe quoi. Cette fois-ci, non. Et on va plonger en plus. On va plonger très, très, très bas. Racontez-nous. Est-ce que vous avez déjà pêché en mer? Non. Vous devriez. Et vous devriez, parce que vous pourrez tomber un jour ou l'autre sur des trésors exceptionnels. Il y a quelques semaines, une équipe de documentaristes qui travaillait sur l'impact écologique des moules dans la région des Grands Lacs au Canada est tombée sur l'épave de l'Africa. Imaginez quand même, 1895, ce bateau qui a coulé il y a 128 ans. Et lorsque la caméra de l'équipe de réalisateurs tombe sur ce bateau, il se trouve à 85 mètres de profondeur. Évidemment, au départ, difficile de lire ce nom. Alors, il a été, on a demandé à une équipe d'archéologues de venir avec eux quelques jours plus tard. Et on découvre, on identifie l'Africa qui était perdu depuis de nombreuses années, même de nombreuses décennies. 45 mètres de long, construit en 1873. Il avait plongé à cause d'une tempête extrêmement forte à la fin du 19e siècle qui avait causé la mort de 11 marins. En fait, c'est pas vraiment une surprise de tomber sur des épaves dans cette région des Grands Lacs, puisqu'elle est connue pour être l'un des endroits au monde qui abrite le plus d'épaves. On compte aujourd'hui 1400 épaves dans cette région, recouvertes par des millions et des millions de moules qui rongent leurs coques, ce qui cause évidemment leur effondrement. Et selon les spécialistes, il ne resterait plus qu'une décennie, voire deux au maximum, avant que tous les navires naufragés deviennent méconnaissables. Et paradoxalement, c'est aussi grâce aux moules que l'on parvient à tomber sur des épaves au fond de l'eau, car les moules transforment les eaux en rendant les lacs, en rendant leurs eaux presque cristallines grâce à la capacité de ces mollusques à filtrer effectivement jusqu'à 1 litre d'eau par jour. Donc voilà, peut-être qu'on en découvrira d'autres, et peut-être que dans votre voyage, je ne sais pas, dans la région des Grands Lacs, Emmanuel, un jour, vous tomberez sur un trésor magnifique. Vous deviendrez très riche. Voilà. On ne devient pas forcément riche en faisant ce genre de choses, non? Oui, mais riche au moins en expérience. Ah, riche en expérience, voilà. C'est la plus belle richesse, la richesse intérieure. Merci beaucoup, Brandon. Stéphanie Karadec, Grand Oral.
Je te crois, je te soutiens, tu n'es pas seul, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas toi le ou la coupable. Il ou elle n'avait pas le droit de faire ça, c'est interdit par la loi. Je peux t'aider, nous allons trouver de l'aide. Voici quelques-unes des phrases que l'on peut apprendre par cœur et dire aux personnes qui viennent se confier si elles sont victimes de violences sexuelles. On les trouve, ces phrases, avec d'autres dans la super boîte à outils de Il y a quoi dans ma banane, le site de prévention que vient de mettre en ligne le mouvement d'UNI. On y insiste vraiment, vous le dites, c'est un continuum, hein, on ne tombe pas dans la prostitution du jour au lendemain. Je disais 13 ans au début, comme âge d'entrée, enfin du risque prostitutionnel. J'avais l'impression que ça rajeunissait, mais en fait, vous dites que non. Non, alors 13 ans, bon, on est prudente sur les chiffres, encore une fois, mais non, en fait, c'est pas nouveau. C'est toutes les personnes qu'on a accompagnées depuis ces dizaines d'années, la plupart d'entre elles, la grande majorité, ont commencé avant 18 ans. Ce qu'on constate, en revanche, c'est effectivement qu'il y a peut-être un rajeunissement de la connaissance de ces sujets, en tout cas. Donc les réseaux sociaux, ce que vous décriviez tout à l'heure, l'omniprésence de la pornographie. Mais une exposition à la pornographie, une exposition à la sexualité empreinte de violence qui rajeunit, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, le Haut Conseil à l'égalité a fait des enquêtes sur le sujet. Et donc effectivement, nous on a vu la nécessité de rajeunir aussi nos votre outils communication et nos publics, et la formation qu'on ait des outils à proposer à un public plus jeune. Dans les constantes, vous l'avez déjà cité, il y a la solitude, l'impression de ne pouvoir parler à personne, on a sa souffrance, on est seul. C'est pour ça que je citais aussi ces petites phrases que vous incitez les gens à apprendre par cœur en disant ben voilà, c'est déjà ça résout pas tout. Mais c'est pas évident de trouver quelqu'un qui parlait quand même. Non, c'est pas évident. Et puis surtout, c'est pas évident d'identifier qu'on est victime de violence. Et c'est pour ça qu'on a fait ces petits jeux. Il y en a 2 dans la banane. Il y a les scénettes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise en prévention, qu'on a essayé de retranscrire à travers une messagerie instantanée dont il y a une ou un Joe, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, qui essaye de faire des choses à la personne, au personnage qu'on joue quand on joue à la banane, qui sont contraires à nos désirs, à nos intérêts. Et donc, on est invité à répondre à Joe en disant qu'est-ce que tu répondrais. Et puis, à la fin, il dit est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est violent ? Et puis, on revient et on essaye en tout cas de vulgariser cette stratégie de l'agresseur qui en général n'arrive pas avec ses gros sabots. Hein, souvent, c'est une relation amoureuse. Manipulateur, très habile, séducteur. Heureux, et puis il a des excuses, et puis ceci, cela. C'est la même chose que les violences conjugales. Hein, on est vraiment sur les mêmes mécanismes. Et donc l'idée, c'est de pouvoir les alerter. Alerter les victimes. Alerter aussi les potentiels agresseurs en se disant on se met à la place d'eux, on joue sur l'empathie, hein, ça va être un sujet de la rentrée 2024, on se met à la place de celle qui subit ou celui qui subit ça, et puis on joue aussi sur le levier puissant de l'entourage, entourage proche, copains, copines, famille, parce qu'ils sont puissants pour pouvoir décourager l'agresseur ou venir en aide. Mais sachant que c'est vraiment pas toujours évident, vous donnez un témoignage dans cette banane d'une jeune femme qui dit à 18 ans, il a fallu que je quitte le foyer, elle est dans un foyer j'imagine de l'aide sociale à l'enfance, j'étais insolente avec les éducateurs, j'avais tout mis en échec. En fait, elle a rencontré une gendarme qui a essayé de l'aider et elle dit maintenant je comprends que cette femme a été la seule personne qui m'a mise en face de la réalité, qui a mis des mots et qui a cherché à m'aider, même si c'était maladroitement par méconnaissance. Mais donc parfois les mains sont tendues. Et notre personnage de la BD, on voit bien en fait toutes les réflexions qu'elle a. Elle se dit je pourrais aller demander, non, elle m'écoutera pas. Et heureusement, il y a une copine qui dit oui, mais est-ce que tu as pensé à un tel parce que elle, tu te souviens. Donc, et notre banane, alors notre sujet, c'est qu'effectivement peut-être il y a des personnes qui, en lisant les scénettes, en jouant, en se disant moi aussi je vis ça et moi aussi ça me pose problème. Et donc là, on renvoie immédiatement vers des adultes formés. Il y a le 119, il y a le 38, on va les donner, il y a en avant tout. En cas de violence, vous notez quand même, numéro de téléphone qui sauve, en tout cas qu'il faut appeler, les gestes qui sauvent, peut-être, le 119, le 3919, c'est pas exactement la même chose. Oui, le 3919, alors c'est pour toutes les violences sexuelles, en général. C'est plutôt pour les adultes, mais il y a son pendant en avant toutes, qui est un chat qui dépend aussi de la Fédération nationale Solidarité Femmes, et qui du coup qui est adapté aux plus jeunes. Voilà, donc 119, 3919, on ne va pas vous abreuver de numéros. Vous pouvez, vous allez sur votre site, votre moteur de recherche préféré, vous allez, la banane, et vous allez évidemment sur le mouvement d'UNI, qui a un numéro de téléphone, un site internet que vous pouvez contacter. Stéphanie Karadec, merci mille fois de nous avoir rendu visite dans cette émission. Il y a quoi dans ma banane? C'est très facile à trouver sur internet. Vous tapez d'ailleurs il y a quoi dans ma banane, vous allez tomber dessus absolument directement. Merci mille fois. Brandon, merci mille fois. Vous allez céder votre place. On va voyager cette fois dans les Grands Lacs et en dessous même, auquel je pensais au début, du côté de l'Afrique du Sud avec l'ONG M. Marie-Olivier, cours particulier.
Marie Olivier et son cours particulier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Avec vous, Marie, on voyage dans le temps ou dans l'espace. Et dans l'espace, aujourd'hui, on file en Australie avec AIME, A-I-M-E, une organisation qui agit dans plusieurs pays du monde et notamment en Afrique du Sud. Exactement, AIME, j'ai dit Australie parce que c'est australien qui a été lancé voilà. En Australie en 2005. Le but de l'organisation, c'est de changer la perception que les jeunes les plus marginalisés et défavorisés ont d'eux-mêmes. D'abord en les armant de compétences pour la vie d'adulte et le monde du travail, et aussi en créant un écosystème de soutien autour pour qu'ils puissent tisser des liens et s'ouvrir des portes. Le cœur du programme, c'est le mentorat. Oui, mais pas seulement. Le modèle du programme pour les jeunes est très structuré avec une méthodologie qui doit contribuer à leur développement personnel et scolaire. Ils bénéficient de 5 à 6 jours de mentorat, effectivement tutorat, par an au sein d'une université et aussi d'une formation académique de 20 à 30 heures. Et c'est pour ça qu'on parlait de l'Afrique du Sud, parce que c'est exactement ce qu'ils font là-bas. C'est ça. Et il faut dire que le climat social est un peu particulier en Afrique du Sud. Les jeunes les plus pauvres vivent dans des conditions très difficiles. Les townships, les quartiers dans lesquels ils vivent, sont souvent gangrénés par des gangs, le trafic de drogue, voire les crimes. Et il peut être compliqué de s'extirper de ces quartiers. Et on en a déjà parlé dans l'émission, d'ailleurs, avec des écoles qui existent dans ces townships, mais qui sont souvent surpeuplées. Très souvent, exactement. Il est difficile de bénéficier d'une éducation de qualité dans ces écoles. Et puis, jeunes comme adultes ne se sentent pas légitimes du tout à changer quoi que ce soit dans le système éducatif traditionnel, qui est bureaucratique et très hiérarchique. Et les jeunes n'ont aucune idée de ce qu'ils peuvent faire après l'école, à l'université ou ailleurs. Et c'est là donc que l'idée d'AIME en Afrique du Sud, c'est de montrer à ces jeunes qu'ils sont capables de faire, il y a un côté empowerment, empouvoirment, comme on dit en bon français. C'est ça, exactement. L'université de Pretoria et celle de Venda ont fait un partenariat avec M, donc l'ONG, pour monter un programme de mentorat. Pretoria, c'est la capitale administrative, donc une grande ville de plus de 2 millions d'habitants. Et l'université de Venda, elle, est située dans un tout autre environnement, très rural. Et les jeunes qui y étudient proviennent de familles pauvres. 80% d'entre eux dépendent d'un programme national de bourse. Objectif de ce partenariat ? Alors, les universités travaillent avec M et d'autres organisations de la société civile pour pouvoir ouvrir des portes à ces jeunes, les aider à réussir à l'école et changer l'état d'esprit des professeurs quant aux capacités de leurs étudiants, parce que ça peut aussi être un cercle vicieux. Ça permet de créer une communauté autour des jeunes à travers de thématiques telles que le développement émotionnel et cognitif ou encore la cohésion sociale. Donc, pour qu'on comprenne bien comment AIME fonctionne, il y a des étudiants de l'université qui parrainent les plus jeunes. C'est là où on retrouve quand même notre affaire de mentorat. Tout à fait. Par exemple, des étudiants de l'université de Venda aident des lycéens à faire des dossiers de candidature pour entrer dans l'enseignement supérieur. Et c'est bénéfique pour les deux parties. Les étudiants qui reçoivent une formation de mentor, et oui, on sait tous les bénéfices qu'il y a avec mentor, peuvent aider et les autres peuvent suivre le programme correctement. Les anciens étudiants mentors ensuite forment les nouveaux. Et au total, entre l'université de Venda et celle de Pretoria, ce sont plus de 200 mentors qui sont prêtés au jeu pour aider 1500 jeunes mentorés dans 5 écoles différentes. Ok, donc vous dites mentorat, socle, mais pas seulement, il y a quoi d'autre ? Alors M a mis en place par exemple des ateliers et des conférences sur le bien-être et la santé mentale ou des cours de prise en main du numérique par les lycéens qui n'ont pas toujours accès aux outils digitaux. Et des échanges aussi entre des écoles moins favorisées et plus favorisées sont également proposés. Et une dimension intergénérationnelle. Oui, ça c'est super intéressant. Un club de lecture a été créé pour les enfants de la communauté de l'université de Venda. Les personnes âgées sont aussi invitées à partager leur savoir et leurs expériences dans des sessions d'apprentissage intergénérationnel. Donc l'idée c'est d'intégrer ces formes d'apprentissage différentes au sein du système éducatif classique si possible. Donc en fait les personnes âgées viennent partager des leçons de vie ou encore leur vision du rapport à la nature à l'occasion de cercles de parole qui sont organisés et d'ateliers d'apprentissage. Et ces tables rondes sur la nature ont d'ailleurs par exemple été un bon moyen de mettre en lumière la connaissance ancestrale et de faire repenser le rapport à la nature aux jeunes. D'accord, donc tout ce lien intergénérationnel, les enfants, les parents, les grands-parents ? Les grands-parents, tout le monde se prête au jeu exactement. Et en fait, le modèle d'AIME, ça part d'abord d'une base institutionnelle, l'université autour de laquelle s'orchestre toute la communauté. Ensuite, on crée de nouvelles formes de conversation, donc avec les grands-parents, avec d'autres acteurs. Ensuite, on met aussi en œuvre des partenariats locaux avec des ONG ou des acteurs de la société civile. Et enfin, on identifie les besoins de terrain vraiment en mettant en lien des organisations pour qu'elles travaillent ensemble. Voilà, point qu'on retrouve d'ailleurs dans plein d'initiatives, notamment en Inde avec Kiran Bir. Exactement. Cette idée de changer à échelle de l'enfant, à échelle de quelque chose qu'il peut voir. Marie, merci beaucoup pour ce cours particulier sur AIME, cette très belle ONG. Merci aussi à toute l'équipe de La Quotidienne qui se termine pour aujourd'hui. Au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission, assistée en régie par Emma Frari, Thibaut Goury-Lafont au son, Théo Boscar à la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.